Bonjour chers abonnés. Avant de commencer notre histoire d'aujourd'hui, je tiens à m'excuser pour mon absence due à certaines contraintes techniques. Mais nous voilà enfin de retour, plus motivés que jamais. Et j'ose croire que vous me pardonnerez ce contretemps. Merci pour votre patience et votre fidélité. Votre soutien compte énormément. Allons-y maintenant. Né dans une famille de 3 enfants, Koulibaly, le grand frère, et Étienne, le cadet, et Bibiche, la deuxième. Bibiche avait grandi orpheline de mère. Très belle, admirée par tous, elle s'était mariée à Simon, un homme calme et posé, qui formait avec elle un couple respectable. Mais leur quotidien était souvent marqué par l'absence de Bibiche, car elle travaillait comme femme de chambre dans un grand hôtel parisien. Malgré son sourire éclatant, son cœur restait lourd. Depuis quelque temps, son père, resté à Abidjan, souffrait d'une maladie qui inquiétait toute la famille. Au travail, Bibiche partageait son angoisse avec ses amis, évoquant sans cesse l'état fragile de santé de son père. À la maison, le soir, devant la télévision, elle en discutait aussi avec Simon, cherchant auprès de lui un peu de réconfort. Ce jour-là pourtant, la pluie battait si fort qu'elle décida de ne pas aller travailler. Une migraine persistante l'alourdissait et elle ne se sentait pas bien. Isolée, elle se laissa aller dans le silence de son appartement parisien, avec en tête une seule pensée, l'état de son père, de plus en plus préoccupant. Ce matin-là, alors qu'elle préparait un petit déjeuner pour son mari Simon, le téléphone sonna. C'était un appel venu d'Abidjan. Son père venait d'être plongé dans le coma. Le cœur de Bibiche se serra immédiatement. À peine eut-elle le temps d'annoncer la nouvelle à Simon qu'un deuxième appel retentit. Cette fois, c'était la mauvaise nouvelle. Papa Jean Senga venait de quitter la terre des hommes. Un cri immense, rempli de douleur et de désespoir, s'échappa de la gorge de Bibiche, résonnant dans tout l'appartement. 3 jours plus tard, encore sous le choc, elle se trouvait déjà dans un avion en direction d'Abidjan. Le voyage lui parut interminable. Chaque minute accentuait sa tristesse et sa fatigue. Entre ses mains tremblantes, un mouchoir humide de larmes, et dans son esprit, les souvenirs de son père défilaient sans fin. Elle se demandait comment elle allait affronter ses frères, comment elle allait supporter la vue de la maison familiale sans la présence de celui qui avait ôté son pilier. À son arrivée, un autre choc l'attendait. Bien qu'elle fût plongée dans le deuil, elle ne put s'empêcher de remarquer l'état de la parcelle familiale. C'était la même parcelle où vivaient ses 2 grands frères, celle dans laquelle elle avait investi tant d'argent pour achever les travaux de la maison. Tous les 6 mois, elle envoyait de l'argent depuis l'Europe pour soutenir l'avancement. Mais à sa grande stupeur, rien n'avait changé, pas de finition, pas d'amélioration visible. Mes sacrifices financiers semblaient avoir disparu dans le néant. La veillée mortuaire battait son plein. Les chants funèbres résonnaient encore. Mais au milieu des prières, des murmures circulaient déjà. On racontait que les 2 frères de la défunte s'apprêtaient à vendre la parcelle familiale. Ce patrimoine que leur père avait laissé comme unique héritage. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre parmi les membres de la famille réunis, attisant la curiosité et la colère. C'est alors que la sœur, le visage grave et la voix ferme, interpella ses frères devant tout le monde. Elle leur interdit catégoriquement de vendre la parcelle, dénonçant leur avidité et leur manque de respect envers la mémoire de leur père.
Sa voix tremblante mais déterminée imposait le silence, et les regards se tournaient vers elle, surpris par son audace. La querelle éclata, brutale et publique, déchirant l'ambiance de recueillement. Certains membres de la famille s'alignèrent à ses côtés, soutenant que la parcelle devait rester dans le patrimoine familial. D'autres, au contraire, voyèrent dans la vente une occasion de se partager un peu d'argent pour alléger leur misère quotidienne. La dispute prit rapidement des allures de débat houleux, mêlant cris, reproches et accusations voilées. On aurait dit que la douleur du deuil ouvrait soudain la porte à toutes les rancunes enfouies. La tante Eunice, la petite sœur du défunt père, se leva avec dignité. Elle calma les esprits en rappelant que la mort devait unir et non diviser. Sa voix douce mais ferme couvrait les protestations, comme une main maternelle cherchant à apaiser des enfants turbulents. Elle supplia chacun de respecter le deuil avant de prendre des décisions irréversibles. Ces paroles ramenèrent un instant le silence dans l'assemblée. Pourtant, l'aîné de la famille, Mengi, un homme modeste, enseignant de profession et lui-même habitant de la parcelle familiale, ne cachait pas son intention. Il ne voulait pas forcément vendre, mais il proposait d'hypothéquer la parcelle. À ses yeux, c'était une façon de valoriser l'héritage sans le perdre, tout en obtenant des moyens financiers immédiats. Son discours paraissait logique, mais il enrageait ceux qui tenaient à préserver la parcelle intacte. Ainsi, au cœur même de la veillée funèbre, la famille se retrouvait divisée entre fidélité à la mémoire du père et appât du gain. Les voix s'élevaient, s'entrecroisaient, et l'atmosphère se chargeait d'une tension presque insoutenable. Derrière les larmes du deuil, on devinait déjà les germes d'un conflit durable. La mort avait ouvert la brèche, et la parcelle familiale, la levée du corps de papa Jean Sangha, se déroula avec dignité, suivie d'un enterrement digne de l'homme qu'il avait été. Les chants et les prières avaient accompagné son dernier voyage, et malgré la douleur, la famille semblait unie dans le deuil. Mais à peine revenu dans la parcelle familiale, les murmures ressurgirent. La querelle éclata de nouveau. Les deux frères s'opposèrent violemment à Bibiche. Les cris montaient, les injures fusaient, et encore une fois, la tante Eunice dut intervenir pour apaiser les tensions, rappelant que ce n'était pas le moment de déchirer davantage la famille. Le lendemain matin, Bibiche, fatiguée des disputes, décida de se changer les idées. Elle envoya un petit du quartier, Alfred, lui acheter de la viande braisée, cette spécialité locale qu'elle aimait tant et qui lui avait manqué pendant toutes ces années passées en Europe. Alfred, respectueux et obéissant, s'exécuta avec empressement. Dans ses yeux brillait la fierté d'accomplir une mission pour la belle Bibiche, figure admirée et respectée dans tout le voisinage. Mais sur le chemin du retour, Alfred croisa le grand frère Koulibaly, l'aîné de Bibiche. L'homme, sombre et déterminé, l'arrêta net. « Écoute mon petit, fais-moi une faveur », dit-il d'un ton bas et menaçant. Il sortit un petit flacon contenant un liquide incolore et lui demanda de le verser discrètement sur la nourriture de sa sœur. Pour s'assurer de son silence, il glissa dans la main du garçon un billet de 50 000 francs, une somme énorme pour un enfant du quartier. Alfred, pris entre la peur et la tentation, accepta sans poser de questions. Arrivé chez Bibiche, le petit accomplit la mission. Il ouvrit le sachet de viande encore fumante et, les mains tremblantes, répandit le liquide invisible sur la braise parfumée. Rien ne trahissait la présence du poison, ni l'odeur,
ni le goût n'avaient changé. Le piège était en place. Bibiche, insouciante et impatiente de savourer ce plat qui lui rappelait ses racines. Bibiche consomma la viande fumante sans arrière-pensée, savourant chaque bouchée comme un simple plaisir retrouvé après ces années en Europe. Elle n'imaginait pas qu'un piège invisible se cachait dans ce repas tant attendu. Le soir venu, vers l'après-midi, elle commença à ressentir une étrange fatigue. Son corps semblait lourd, son esprit embrouillé, mais elle ne dit rien à personne. Fidèle à son caractère discret, elle préféra garder le silence, convaincue qu'il ne s'agissait que d'un malaise passager. Peu après, elle appela ses 2 nièces et son neveu pour l'accompagner en ville. Elle avait quelques courses à faire avant son retour prévu à Paris le lendemain matin, où son mari Simon l'attendait déjà. Ensemble, ils parcoururent les boutiques et réalisèrent tous les achats nécessaires, sans incident. Le sourire de Bibiche trahissait encore son élégance naturelle, mais derrière ce masque, la fatigue s'intensifiait, s'installant sournoisement dans chacun de ses gestes. Sur le chemin du retour, alors qu'ils étaient installés dans la voiture, Bibiche sentit ses paupières s'alourdir. Une torpeur inexpliquée l'envahit. Sans prévenir, elle s'endormit, affaiblie par le poison qui travaillait déjà son corps. Ses nièces riaient, son neveu discutait en conduisant, sans se rendre compte que leur tante ne dormait pas d'un sommeil ordinaire. Ce qui semblait être une simple sieste cachait en réalité le début d'un drame. À leur retour à la maison, les nièces et le neveu tentèrent de réveiller Bibiche, mais son corps resta inerte. Très vite, des cris éclatèrent dans la cour. Les membres de la famille présents, pour prolonger leur séjour après l'enterrement de papa Jean Senga, se rassemblèrent, bouleversés. Certains pleuraient, d'autres se posaient déjà des questions. L'atmosphère de recueillement se transforma en une scène de terreur. « Non, pas elle, pas maintenant !» gémissait l'une des cousines, tandis qu'un vieil oncle murmurait que la mort semblait désormais hanter leur lignée. Sans perdre une seconde, le neveu fit rugir le moteur de la petite voiture noire. À ses côtés, Koulibaly, l'aîné, affichait un visage fermé, presque impénétrable. La tante Eunice, quant à elle, pleurait silencieusement, ses lèvres ne cessant de répéter des prières. 2 autres membres de la famille, serrés à l'arrière, retenaient leurs sanglots. Dans le silence oppressant de l'habitacle, on entendait seulement le souffle irrégulier de Bibiche, comme le dernier fil fragile qui la retenait encore à la vie. À l'hôpital, l'espoir vacillait, les infirmiers s'affairaient, les médecins murmuraient entre eux. Eunice, le visage marqué par l'angoisse, suppliait « Sauvez-la, je vous en prie, c'est notre lumière, notre enfant ». Mais Koulibaly, immobile, ne prononçait pas un mot. Son regard, fixé sur le sol, trahissait une étrange tension. Était-ce de la douleur sincère ou le poids d'un secret trop lourd à porter? Ses poings serrés laissaient entrevoir une colère contenue, mais dirigée contre qui? Puis le verdict tomba comme une épée. Bibiche était morte. Le médecin, d'une voix grave, prononça ces mots qui firent s'écrouler les derniers espoirs. Les cris fusèrent de la salle d'urgence. Eunice hurla sa douleur en se jetant à genoux, pendant que les nièces s'agrippèrent l'une à l'autre en sanglotant. Même Koulibaly poussa un cri guttural, presque animal, résonnant dans les couloirs. Après le chaos de l'hôpital, Koulibaly s'isola dans un couloir sombre. Sa voix, basse et tranchante, s'adressa à son frère cadet Étienne par téléphone. « Écoute, elle est morte.
Tout s'est passé comme prévu. Annonce la nouvelle à tous les visiteurs dans la maison. Son ton froid et calculateur contrastait avec l'image du frère effondré qu'il avait affiché devant les autres. Dans ses yeux brillait une lueur étrange, celle de quelqu'un qui croyait avoir gagné une bataille silencieuse. De l'autre côté du fil, Étienne resta figé un instant. Puis, au fond de son cœur, une joie inavouable monta. « Oh mon Dieu, merci pour tout. Dieu a donné, et tu as repris, » souffla-t-il, mais avec une ironie glaçante. Sa reconnaissance n'était pas spirituelle, elle était matérielle. Pour lui, la mort de Bibiche ouvrait enfin la voie à la vente de la parcelle familiale, à l'argent qu'il espérait depuis si longtemps. Son sourire hypocrite contrastait avec le rôle de cadet fragile qu'il jouait devant le reste de la famille. Étienne se ressaisit, sortit de sa chambre et se dirigea vers les visiteurs réunis dans la maison endeuillée. Le visage recouvert de larmes feintes, il annonça d'une voix tremblante « Bibiche, notre sœur bien-aimée, elle est morte !» Les cris fusèrent dans la maison. Les femmes se mirent à pleurer, les enfants à crier. Mais derrière ces pleurs bruyants, Étienne murmurait déjà à lui-même « Nous allons vendre la maison ». Ces mots se perdaient dans les sanglots, mais son cœur, lui, jubilait d'une victoire ténébreuse. La nouvelle de la mort de Bibiche s'était répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'hôpital. Cris, pleurs, effondrements. L'atmosphère n'était que désolation. Tante Eunice, éplorée, ne cessait de crier le nom de sa nièce, les mains levées vers le ciel, implorant Dieu, dans une douleur indicible. Elle n'arrivait pas à croire que cette jeune femme, pleine de vie et revenue d'Europe pour voir son père, puisse s'éteindre ainsi brutalement. Son cœur était brisé, son esprit troublé au point qu'elle n'entendait plus vraiment ce qui se passait autour d'elle. Pendant ce temps, Koulibaly, le grand frère, reprit le contrôle des choses avec une froideur glaçante. Alors que la famille était encore en état de choc, il donna sèchement l'ordre aux médecins « Déplacez le corps à la morgue ». Le ton de sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Il voulait que tout se fasse vite, comme pour effacer au plus tôt la présence physique de Bibiche. Ses yeux durs fixaient le docteur, lui intimant de ne pas perdre de temps dans des procédures inutiles. Le médecin, conscient des zones d'ombre entourant cette mort soudaine, tenta de résister. « Monsieur Koulibaly, nous devons au moins prélever un échantillon de sang. C'est la procédure, et cela pourrait expliquer la cause du décès, » dit-il avec insistance. Mais Koulibaly coupa court, d'un geste sec de la main et d'une voix tranchante. « À quoi bon? Elle est déjà morte. Quoi qu'il advienne, elle ne reviendra pas. Faites ce que je vous dis. » Derrière cette fermeté se cachait la peur que la vérité éclate, que le poison invisible puisse être découvert. Sans autre forme de procès, et malgré les réticences du personnel médical, le corps de la belle Bibiche fut transporté à la morgue centrale. Eunice, encore sous le choc, n'avait pas été consultée. Ses larmes brouillaient sa vue, mais son intuition maternelle pressentait déjà que quelque chose n'allait pas. Koulibaly, lui, observait la scène d'un air impassible, mais au fond de son cœur résonnait une pensée glaciale. Profitant du tumulte à l'hôpital, Koulibaly prit son téléphone et composa le numéro de Simon, le mari de Bibiche, resté à Paris. Sa voix se fit grave, presque mécanique. « Simon, je suis désolé. Ta femme, Bibiche, elle est morte. » À l'autre bout du fil, un silence de plomb s'abattit. Le souffle de Simon s'accéléra.
comme s'il refusait d'entendre ses mots. Ses mains tremblaient, tandis qu'il répétait intérieurement « Non, ce n'est pas possible. Pas elle. » Quelques secondes plus tard, la voix de Simon éclata, remplie d'incompréhension et de colère. « Mais comment est-ce possible? Hier encore, nous avons parlé au téléphone. Elle se sentait très bien. » Les souvenirs affluaient. Son rire, ses paroles rassurantes, ses projets de retour à Paris. Rien n'annonçait une fin aussi soudaine. Dans sa tête, 1000 questions tournaient en boucle. Qu'est-ce qu'on m'a caché? Pourquoi maintenant? Que s'est-il réellement passé? Koulibaly, d'un ton froid, tenta de clore la conversation en répétant que la mort était un mystère et qu'il fallait se résigner. Mais Simon n'était pas homme à se satisfaire de demi-vérités. Sa voix devint ferme, autoritaire, trahissant à la fois sa douleur et sa détermination. « Personne n'enterre le corps de ma femme sans moi. J'arrive à Abidjan et je veux comprendre ce qui s'est passé. » Ces mots claquèrent comme un ordre irrévocable. Dans le silence qui suivit, Koulibaly fronça les sourcils. Derrière son masque d'aîné responsable, une inquiétude sourde s'insinuait. Il n'avait pas prévu que Simon réagirait avec autant de force. S'il descend à Abidjan, il posera trop de questions, pensa-t-il, une sueur froide coulant le long de sa nuque. De son côté, Simon, les larmes aux yeux, mais la mâchoire serrée, murmurait à lui-même. « Ma bibiche, je te le promets, je découvrirai la vérité. » La voix de Simon résonnait encore dans l'oreille de Koulibaly. « Ne l'enterrez pas, moi-même je descends à Abidjan. » Puis le téléphone s'était brusquement raccroché. Un silence lourd envahit Koulibaly. Pour la première fois depuis la mort de Bibiche, il se sentit désarmé, sans solution immédiate. Ses yeux fixaient le vide, et son esprit s'agitait. S'il arrive, il posera trop de questions. Et si la vérité éclatait? Cette peur nouvelle commençait à fissurer son masque de froideur. Ne sachant plus que faire, Koulibaly appela son jeune frère Étienne. La voix basse et nerveuse, il lui raconta l'appel de Simon et l'ordre formel de ne pas enterrer Bibiche. Étienne, au lieu de s'alarmer, éclata d'un rire amer. « Ne t'inquiète pas, grand frère. Même s'il découvre que c'était du poison, quelle preuve aura-t-il pour nous accuser? Personne ne peut nous inculper de la mort de cette fille, qui n'était qu'une embrouilleuse dans nos vies. Enfin, nous pourrons vendre la parcelle familiale et cet argent changera nos vies. » Sa voix se fit plus calculatrice. « Écoute-moi, Koulibaly, viens vite. Nous devons établir un programme clair pour savoir comment partager l'argent après la vente. » Étienne jubilait intérieurement, comme si la mort de Bibiche n'était qu'une étape nécessaire à son enrichissement. Koulibaly soupira, partagé entre la peur de l'arrivée de Simon et l'appât du gain. « Ok, je suis déjà en route. Laisse-moi d'abord déposer ces gens qui m'accompagnent à la morgue, » répondit-il d'une voix lourde. Dans ses pensées, il se répétait « Il faut rester fort, ne rien laisser paraître. » Le corps de Bibiche fut transporté à la morgue la même nuit, juste avant 23h30. Dans l'obscurité oppressante des couloirs, 2 morguiers, Justin et Camille, prirent leur service. Ces 2 hommes travaillaient dans ce lieu depuis plus de 10 ans. Ils connaissaient chaque recoin, chaque odeur, chaque silence glaçant qui habitait la morgue. Comme d'habitude, ils commencèrent par la remise et reprise du rapport de la journée, notant les entrées, les sorties et les consignes laissées par leurs collègues de l'équipe précédente.
Vers 1h du matin, après leur ronde, les deux décidèrent de prendre une pause pour fumer du chanvre, un rituel devenu presque banal dans leur longue veille nocturne. L'air chargé de fumée se mélangeait à l'odeur métallique du sang séché et du formol. C'est à ce moment que Camille brisa le silence, la voix tremblante entre fascination et trouble. « Justin, quand je faisais la ronde, as-tu vu la femme sur la table 3, près du frigo 12 ? Quelle créature! Jamais je n'ai vu un corps aussi beau. » Justin esquissa un sourire malsain, secouant la tête. « Oui, je l'ai vue. On l'a amenée ici il n'y a même pas 1 heure. Son corps est encore un peu chaud. » Ces mots laissèrent flotter une tension lourde dans la pièce. Dans ses yeux brillait une curiosité morbide, presque bestiale. Il savait qu'il parlait d'une morte. Mais l'idée de s'approcher de ce corps lui semblait comme une tentation interdite. « Tu ne voudrais pas aller voir ça de plus près ?» ajouta-t-il dans un murmure. « Oui, on fume d'abord. » répondit Camille d'une voix hésitante, tirant une dernière bouffée sur sa tige de chanvre. Justin, les yeux brillants d'une lueur inquiétante, insista encore. « Je te le dis, Camille, la mort a pris une très belle femme. Elle a tout sur elle, vraiment. Je dois moi-même encore la voir de très près. Oui, on fume d'abord. Après on ira voir. » répondit Camille en tirant sur sa tige de chanvre. Les deux hommes se sentaient à l'aise, habitués depuis des années à côtoyer toutes sortes de cadavres. Pourtant, cette nuit-là avait quelque chose de différent. Justin, les yeux brillants, souffla à son compagnon. « Tu sais, Camille, vraiment, la mort d'une belle femme, c'est troublant. Elle avait tout. Je dois encore la voir de très près. » Dans ces mots se mêlaient fascination morbide et excitation inavouée. Après avoir terminé leur pause, ils se dirigèrent d'un pas lourd vers la salle froide où reposait Bibiche. Leur pas résonnait dans le couloir comme un écho funèbre, chaque cliquetis de clés renforçant l'étrangeté de la scène. Dans leur esprit, ils tentaient de se convaincre qu'il ne s'agissait que de curiosité professionnelle. Mais au fond d'eux, une autre vérité plus sombre vibrait. Ce n'était pas la science ni le devoir qui les attirait, mais l'étrange beauté de Bibiche figée dans la mort. Justine sentait son cœur battre plus vite. Pourquoi ce corps m'obsède-t-il autant ? pensa-t-il, les yeux fixés sur la porte du frigo numéro 12. Camille, lui, luttait intérieurement. Une petite voix lui murmurait qu'il franchissait une limite dangereuse, mais son esprit, embrumé par la fumée, refusait de l'écouter. Le désir d'approcher ce qu'il appelait une créature parfaite prenait le dessus. Leur métier les avait endurcis, mais cette fois, ils n'étaient plus des morguiers. Ils étaient des hommes dévorés par une curiosité, et c'est ainsi que s'achevait cette première partie. Mais une question demeure, suspendue comme une ombre. Pourquoi ces deux gardiens étaient-ils si obsédés par le corps de Bibiche? Était-ce simplement la curiosité, ou bien l'ivresse dangereuse de leur fascination pour une beauté éteinte? Curieusement, ils semblaient excités, émerveillés, comme hypnotisés par cette défunte. Restez branchés pour la deuxième partie de l'histoire de Bibiche la Belle. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez participer à ma croissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications pour que lorsque je publie de petites histoires comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir. Et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous pouvez toujours entendre notre voix,
Cela signifie que vous avez regardé l'histoire jusqu'à la fin. Vous êtes le vrai numéro 1. Merci beaucoup. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans notre prochaine vidéo et au revoir.